Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Akia IA. Si vous aimez les analyses qui vont au fond des choses, pensez à suivre la chaîne, ça nous aide beaucoup et ça vous permet de ne rien manquer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une annonce qui a fait pas mal de bruit. Une nouvelle puce chinoise. On nous dit qu'elle est 1000 fois plus rapide que ce que fait Nvidia et surtout qu'elle serait déjà en cours de déploiement. Alors la question, elle est assez simple. Révolution technologique ou énorme coup de com'? On va essayer de décortiquer ça ensemble, on va regarder la technologie, la polémique, et bien sûr ce que ça implique pour l'avenir de l'IA. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette annonce, elle sort pas dans le labo avec une vague promesse pour, je sais pas, 2030. Non, là, on parle d'une technologie qui aurait déjà gagné un prix, le prix de la technologie leader à la World Internet Conference 2025. Ah oui, quand même. Oui, face à plus de 400 autres projets. Donc on se dit qu'il y a forcément quelque chose de solide derrière tout ce bruit. Absolument. Alors allons-y, plongeons dans le sujet. Cette puce, elle est développée par un institut ChipX et une start-up Turing Quantum. Et sa grande particularité, c'est qu'elle ne fonctionne pas à l'électricité. Non, elle fonctionne à la lumière. Exactement. Il faut imaginer des photons, donc des particules de lumière, qui filent à travers plus de 1000 composants optiques, tout ça gravé sur une galette de silicium. C'est ça, la photonique. Et pour bien piger l'intérêt de la photonique, il y a, disons, 3 points essentiels. Premièrement, la lumière, ça ne chauffe quasiment pas. Contrairement aux électrons dans un fil de cuivre, ça c'est un avantage énorme. Ok. Quantité d'énergie. Et enfin, elle va tout simplement plus vite, avec moins de pertes. Et ces 3 points, en fait, ça répond à un problème qui est en train de devenir le talon d'Achille de l'IA. La consommation énergétique. Oui, la consommation des data centers. On entend souvent que c'est gourmand, mais les chiffres y donnent le vertige. Ah oui, on parle d'un doublement de la consommation d'ici 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie. C'est ça. Et juste pour donner un ordre de grandeur, rien qu'en Virginie, aux États-Unis, c'est déjà plus d'un quart de toute l'électricité de l'État qui part là-dedans. C'est démentiel. C'est complètement démentiel. Et c'est pour ça qu'une technologie comme la photonique, c'est pas juste une petite amélioration, hein. C'est une solution potentielle à un goulot d'étranglement qui pourrait paralyser toute l'industrie. Oui, une solution potentielle. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'à peine l'annonce a été faite, des experts occidentaux, Oui, de la société post-quantum notamment. voilà, ils ont jeté un pavé dans la mare. Ils ont dit attention, ce n'est pas une vraie puce quantique. Et là, tout se complique. C'est ça. C'est quoi la différence au fond? Alors, la différence, elle est fondamentale. Ce que ChipX a fait, c'est un accélérateur photonique. C'est incroyablement performant, mais ça reste de l'informatique, disons, classique, qui utilise la lumière. D'accord. L'informatique quantique, la vraie, elle exploite des propriétés un peu bizarres de la matière. La superposition, l'intrication. Des choses qu'on ne retrouve pas ici. Exactement. Ces phénomènes ne sont pas présents dans la puce chinoise. Donc c'est une technologie de pointe, oui, mais ce n'est pas de la physique quantique. D'où l'accusation de quantum washing. C'est un peu comme le greenwashing, mais pour le quantique. C'est tout à fait ça. On utilise un mot à la mode, quantique, pour rendre le produit plus séduisant. Ça attire les investisseurs, les médias. Exactement. Le mot quantique, c'est devenu un sésame marketing. Ça évoque une rupture, une avance technologique, quasi magique. Mais alors, est-ce que c'est une tromperie délibérée ou c'est plus compliqué? C'est plus nuancé. Il y a d'abord une raison qu'on pourrait qualifier de linguistique. Linguistique. Oui, apparemment, en chinois, dans les médias grand public, la frontière entre photonique et quantique est assez floue. Les deux termes sont parfois utilisés l'un pour l'autre. D'accord, c'est plausible. Mais il y a aussi le marketing, j'imagine. Ah ben, il ne faut pas être naïf. La start-up partenaire du projet, elle s'appelle comment? Turing, quantum. Voilà. Turing Quantium. Quand votre nom contient le mot quantium, vous savez très bien l'effet que ça va avoir à l'international. C'est une ambiguïté qui est, disons, très bien entretenue. C'est fascinant, parce que même les experts les plus critiques sur ce marketing Oui, s'accordent tous à dire que l'ingénierie, elle, est absolument remarquable. Le quantum washing n'enlève rien à la prouesse technique. et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le marketing, bon, il est discutable, mais la technologie est légitime. C'est du niveau mondial. Réussir à intégrer plus de 1000 composants optiques sur une seule puce et les faire communiquer, c'est un vrai tour de force. Mais ce n'est pas ça la vraie nouvelle. Non. La vraie nouvelle, celle qui change vraiment la donne, c'est le fait qu'ils aient lancé la première ligne de production pilote en Chine. C'est ça. Le passage du prototype de labo à, paf, l'industrialisation. Voilà.
Et ça, c'est un signal énorme. Et cette ligne de production, même si elle est modeste, 12 000 galettes de 15 centimètres par an? Ce qui est déjà pas mal. Oui. Mais surtout, ils ont mis en place ce qu'ils appellent une boucle fermée. Alors ça, c'est un coup stratégique. Explique-nous. Dans le contexte de guerre technologique, de sanctions, maîtriser toute la chaîne en interne, de la conception du logiciel jusqu'au test final de la puce. C'est un avantage énorme. Ils ne dépendent de personne. Exactement. Et cette intégration verticale leur permet d'être incroyablement rapides. J'ai lu qu'ils affirment pouvoir déployer en 2 semaines un système qui, avant, prenait 6 mois à assembler. C'est ça. On ne parle plus d'une expérience de recherche là, on parle d'un produit industrialisable, déployable à une vitesse folle. Et ça met une pression énorme sur la concurrence. Justement, la concurrence, parlons-en. Parce que les États-Unis, l'Europe, ils ne sont pas restés les bras croisés, j'imagine. Non, bien sûr. Le grand nom qui revient tout le temps aux États-Unis, c'est PsiQuantum. Ok, C'est une start-up californienne, ils ont levé près d'1 milliard de dollars. C'est colossal. 1 milliard. Et ils sont sur la même technologie. Oui, approche photonique aussi, mais avec une stratégie industrielle différente. Eux, ils produisent sur des galettes de 300 mm, c'est le standard des usines de semi-conducteurs de pointe. Attends, ça c'est un détail important. 300 mm chez PsiQuantum contre 15 cm, donc 150 mm chez ChipX, ça donne un avantage aux Américains? C'est tout le pari stratégique qui se joue. PsiQuantum parie sur sa capacité à utiliser les usines existantes pour passer à l'échelle massivement. C'est potentiellement plus rapide pour faire du volume, mais c'est aussi très cher. Et ça les rend dépendants. Ça les rend dépendants de fondeurs comme GlobalFoundries. ChipX, à l'inverse, a son propre écosystème, plus petit, mais qu'il contrôle de A à Z. 2 stratégies, 2 visions du risque en fait. Tout à fait. C'est peut-être plus lent au démarrage pour eux, mais ça les met à l'abri des pressions géopolitiques. Et l'Europe, dans tout ça, on existe? L'Europe n'est pas en reste, mais à une autre échelle. On a Smart Photonics aux Pays-Bas, par exemple. C'est un acteur important, même s'il travaille sur des galettes encore plus petites, de 10 cm. D'accord. Et puis, il faut garder en tête que tout le monde ne mise pas sur la lumière. Google, IBM, ils continuent de parier des milliards sur les qubits supraconducteurs. Une autre voie avec ses propres défis. Le refroidissement à des températures proches du zéro absolu. Un cauchemar logistique et énergétique. Sans parler de Microsoft et de leurs qubits topologiques qui sont encore très théoriques. Très, très théorique. Ce qui frappe dans la stratégie chinoise, c'est son pragmatisme. C'est exactement le mot. Alors que PsiQuantum vise l'ordinateur quantique universel pour 2027, peut-être plus tard, ChipSig dit « Ok, notre puce n'est peut-être pas quantique au sens strict, mais elle est disponible maintenant. Voilà. Et elle peut déjà résoudre des problèmes concrets dans la finance, la biomédecine, l'aérospatiale. C'est une stratégie de déploiement immédiat. Mettre sur le marché un produit suffisamment bon aujourd'hui plutôt que d'attendre la technologie parfaite dans 10 ans. C'est une approche très différente. Bon, alors, maintenant qu'on a tout ce contexte, la techno, le marketing, la stratégie, la concurrence, revenons au point de départ. Ce chiffre choc, 1000 fois plus rapide qu'un GPU NVIDIA. Comment est-ce qu'on doit l'interpréter, ce chiffre? Alors, on doit l'interpréter avec d'énormes pincettes. C'est-à-dire que c'est faux. Ce n'est pas qu'il est faux, c'est qu'il ne sort d'aucun benchmark publié où on compare la même tâche sur les deux puces. Il ne veut absolument pas dire que cette puce ferait tourner un modèle comme GPT-4 1000 fois plus vite. C'est une pure construction marketing, alors. C'est une construction marketing qui repose sur un avantage technique réel, mais amplifié à l'extrême. Et quel serait cet avantage? Ce chiffre de 1000 fois, il fait probablement référence à une mesure de performance de pointe dans un scénario idéal pour cette architecture. Ça peut être l'efficacité énergétique, 1000 fois plus d'opérations pour le même watt. Ça peut être la latence. Ou sur une tâche très précise? Voilà, l'hypothèse la plus probable, c'est un gain spectaculaire sur une opération mathématique bien particulière, comme la multiplication de matrices. Qui est au cœur de tous les réseaux de neurones. Précisément. La lumière, par sa nature, peut faire ce genre de calcul parallèle de façon quasi instantanée. Donc, dans ces conditions très spécifiques, oui, le gain peut être gigantesque. Donc, ce n'est ni complètement vrai, ni complètement faux. C'est une simplification extrême qui met en avant le meilleur atout de la puce. C'est un chiffre d'appel. Ce n'est pas une mesure de performance générale. Ok. Si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cette histoire? Pour moi, il y a 2 leçons majeures. La première, c'est que la Chine a prouvé sa capacité à prendre une technologie de rupture, la photonique avancée, et à l'industrialiser. Potentiellement avant l'Occident.
Oui, et même si cette puce n'est pas quantique, elle est construite avec les mêmes briques technologiques qui seront nécessaires pour le futur quantique photonique. C'est comme s'ils avaient construit l'usine avant même d'avoir le produit final. C'est une excellente image. Ils maîtrisent le processus, et ça, c'est une position stratégique incroyablement forte pour l'avenir. Et la deuxième leçon? La deuxième, c'est un signal pour tout le monde dans l'IA. L'ère de la domination absolue du GPU est peut-être. En train de se terminer. On entre dans une ère plus hétérogène. Exactement. Une ère d'hétérogénéité matérielle. On va voir coexister des GPU, des puces photoniques, des accélérateurs spécialisés. Le futur, ce sera des systèmes hybrides. Et comprendre ces nouvelles architectures, savoir programmer pour elles, ce ne sera plus une option. Ce sera un avantage compétitif décisif. En résumé, cette puce chinoise, c'est bien plus qu'un gros titre accrocheur. Beaucoup plus. C'est le symptôme d'une mutation profonde du matériel informatique. Et c'est aussi une leçon magistrale sur l'importance de la stratégie et de la communication dans cette course. Absolument. La perception compte presque autant que la performance brute. Et tout ça, ça soulève une question importante pour l'avenir, en fait. Je t'en prie. Alors que le calcul bascule de l'électron vers le photon, de l'électricité vers la lumière, d'où viendront les vraies ruptures? Est-ce qu'elles viendront simplement de la puissance brute, en faisant des puces toujours plus rapides, ou est-ce que la vraie avancée viendra de notre capacité à réinventer nos algorithmes pour qu'ils pensent nativement en lumière, pour qu'ils soient conçus pour cette nouvelle physique du calcul? C'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Pour ne pas manquer nos prochaines discussions sur les technologies qui façonnent notre futur, n'oubliez pas de suivre la chaîne AKIA. À très bientôt.